Voici la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse debout, assoiffée d'espoir, qui vous choisit comme son modèle. Dites-nous ce que nous devons faire, sur quel sillage marcher. Vous pouvez tous vous asseoir. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours les plus difficiles. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre plus fort encore, s'il vous plaît. Vous êtes restés quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, mais que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité. Je m'adresse à toute l'audience et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsque j'allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres. Que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement. Que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec les armes qui tombent du ciel. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population, pour essayer de calmer une révolution qui arrivera tôt ou tard à éclosion. Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas les ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. Ils vous disent qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti. Non, on n'y allait pas. Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir
et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes voudront suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on le dise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis? Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis, qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en pagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana. Ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais qui donne les armes? Qui brise les armes? Qui noie le peuple haïtien et qui noie le peuple noir pour qu'il ne puisse pas se relever? Nous les connaissons. Mais nous devons aussi parler de la troisième partie du problème. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quels sont ceux qui acceptent que ces armes puissent circuler sur le territoire? Quels sont ceux qui emploient parfois ces gangs pour assurer leur sécurité et terroriser la zone adverse? Quels sont ceux qui font en sorte que Port-au-Prince et que Haïti soient une terre de déstabilisation en accord avec la volonté de l'oligarchie d'Occident? Les autorités haïtiennes, il faut qu'on soit capable d'en parler. Quand un avion n'est pas piloté par un individu ou un groupe d'individus responsables, l'avion finit par trouver, plus que jamais, la chute, l'accident et la destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport au drame qui arrive à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non. Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs. Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est
l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Des dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée, de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Et je rends un hommage particulier au président auquel je suis le plus lié institutionnellement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. Je rends hommage aussi à mon frère, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je rends hommage à mon frère, le président du Mali, Assimi Goïta. Mais je vais être obligé de rendre encore plus hommage à ceux qui sont responsables de l'émergence de ces dirigeants. Parce que l'erreur cyclique de notre population, c'est de croire que ce sont des hommes ou des femmes providentielles qui font la révolution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 3 dirigeants que je viens de citer ne sont pas les initiateurs d'un processus révolutionnaire. Ils sont le résultat d'une mobilisation de plusieurs années, des masses populaires de cette région qui ont décidé de prendre en charge leur destinée, qui ont décidé d'arrêter de subir la persécution, qui ont décidé d'arrêter de subir l'injustice sociale. Ils voyaient la corruption comme vous la voyez. Mais à un moment donné, ils ont dit, il faut que chacun mette ses différences de côté. Il faut qu'on arrête les batailles au niveau horizontal et qu'on agisse dans le cadre du combat au niveau vertical. Unifier la base et se battre contre le sommet. Ils se sont mobilisés, nous les avons accompagnés, nous nous sommes au milieu d'eux, en première ligne même, mobilisés. Nous avons réussi à bousculer les régimes marionnettes de l'Occident. Le président du Mali est tombé. Le président du Burkina Faso est tombé. Le président du Niger qui mettait, quand nous venions faire des manifestations contre la puissance néocoloniale au Niger, qui mettait des drones juste au-dessus de notre résidence, qui nous surveillait, qui nous persécutait, qui nous faisait agresser par ces chiens de service. Le président du Niger a chuté parce que le peuple a décidé de croire en lui-même. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre le peuple au Sahel et le peuple haïtien? Le peuple haïtien est à la base de la révolution au Sahel. La révolution haïtienne est la matrice du combat qui se déroule aujourd'hui au Sahel. Et les gens ne le savent pas, ne le disent pas assez. Mais moi, je veux insister sur ce fait. Lorsque nous menons la révolution, j'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle « L'Afrique libre ou la mort ». Un chapitre entier de ce livre
est dédié à Haïti. Entier. Et je déclare que c'est le pèlerinage sur cette terre, le fait d'être en adéquation avec le peuple ici présent, de me revitaliser en voyant les conditions de ma population et la résilience de notre peuple. En me rappelant comment Dessalines, comment Félicité, comment Boukman Tuti et tous ceux qui ont fait la révolution se sont organisés. Comment ils ont réussi à mettre sur pied un système de résistance qui a bousculé l'Occident. Et c'est ce qui fait que nous initions la campagne contre le franc CFA. C'est ce qui fait qu'après la campagne contre le franc CFA, nous initions la campagne contre les bases militaires. Et c'est la campagne contre les bases militaires qui accélère le processus de déstabilisation des présidents marionnettes. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vois plein de gens parmi vous qui regardent en rêvant de ce qui se passe au Sahel, en se disant c'est magnifique, vous les enviez. Il est temps d'arrêter d'admirer ce qui se fait loin et de réaliser que ce qui se fait loin, vous pouvez le faire encore plus ici. Qui est-ce qui empêche, avec aujourd'hui l'aide d'Internet, d'organiser des mobilisations contre les différents adversaires de la population, ceux qui pillent les ressources du pays? Numéro 1, les puissances néocoloniales qui se présentent comme vos amis. Numéro 2, et troisième point, contre ceux qui acceptent d'être instrumentalisés pour déstabiliser le pays. Qui est-ce qui vous empêche de vous mobiliser pour cela? Qui est-ce qui vous empêche de vous organiser comme les gens se sont plaints, se sont mobilisés contre les détournements de Pétro-Caraïbes, etc. Qui est-ce qui empêche notre peuple ici à Haïti de commencer des mobilisations contre ceux qui sont les ennemis en réalité identifiés? Il faut que chacun d'entre nous se pose des questions. Le seul ennemi que nous avons, ce sont les limites que nous fixons. Les seuls ennemis que nous avons, c'est l'absence de foi en nous-mêmes. Les seuls ennemis que nous avons, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. J'ai lancé un appel aux gangs. J'ai eu plusieurs chefs de gang qui, depuis le début de notre séjour, nous ont contactés. Nous allons rendre public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial en tant que tel. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Mais quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun, comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici, qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux
qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit « Oh, on n'aura plus de financement, j'en connais. » Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui vous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire. Tous ceux qui sont sur ce sol, qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme. Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique, culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé les espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive ou aller vers la résurrection ultime qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du Grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique autre. Vous vous plaignez, vous souffrez, il y a la précarité, il y a l'injustice sociale, il y a l'insécurité, c'est une réalité. Mais vous avez en vous-même, en vous tous, les clés de votre survie. En vous-même, en vous tous, les clés de votre libération. En vous-même, en vous tous, les solutions pour aller vers la voie de l'autodétermination. Mais il faut que vous soyez prêts à vous engager.
Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que le profit individuel. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que la survie égoïste de l'un au détriment des autres. Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Je ne vous entends pas. Nous avons dépensé plus de 30 000 $ pour venir ici. Des gens nous ont invités verbalement. Mais notre délégation a tout payé de ses poches pour venir vous voir depuis l'Éthiopie jusqu'ici. Et vous savez pourquoi? Même dans nos familles nous disaient: mais pourquoi vous prenez une grande partie de vos économies pour aller à Haïti? Et nous leur avons répondu: parce que si le cœur du panafricanisme ne respire pas, le corps mourra. Vous êtes le cœur du panafricanisme. Vous êtes le cœur de la révolution. Quand je vois les images à la télévision de notre peuple meurtri, de certains assassinés, de certains violés, je ne fais pas partie de ceux qui se disent: ah, c'est une autre partie des Noirs, ça ne me regarde pas. Si Haïti est à terre, nous sommes tous à terre dans le monde en tant que tel. Si Haïti est à terre, aucun Noir sur cette terre ne sera respecté. Parce que vous avez ouvert la voie pour que nous puissions marcher. Peuple haïtien, souvenez-vous de ce que vous dit l'hymne national haïtien. Souvenez-vous de ce que vous dit la dessalinienne. Souvenez-vous des sacrifices qu'ils ont été prêts à faire pour aller vers la voie de la libération. Et souvenez-vous que la situation actuelle que nous vivons n'est pas qu'une situation matérielle. C'est une démarche dans l'immatériel. La maçonnerie internationale et les réseaux occultes occidentaux ont tout fait pour plonger sous hypnose le peuple haïtien. Ils ont tout fait pour vous pousser à avoir honte de vous-même, avoir honte de votre drapeau, avoir honte de votre histoire. Vous allez partout dans le monde chercher des nationalités d'autres pays, alors que ces autres pays savent la puissance que représente Haïti. Cessez de vouloir être étranger à vous-même. Cessez de connaître dans cette démarche de l'aliénation. Comprenez que où que vous alliez, où qu'un lion veuille voyager, un lion dans une mer ne sera jamais un poisson. Un lion dans la mare au cochon ne deviendra pas un cochon. Un Haïtien en Occident ou ailleurs restera toujours haïtien. Je suis venu vous demander quelque chose de formel. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'Éthiopie pour venir jusqu'ici avec ma délégation. C'est pour ça que nous avons accepté de nous séparer de nos familles et de prendre les risques d'être arrêtés par la police à Madrid, d'être bloqués dans d'autres escales que je ne citerai pas parce qu'on va les refaire au retour. C'est pour vous délivrer ce message. Nous allons organiser dans les mois à venir une commission pardon, réconciliation avec ceux des gangs qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Parce que sans pardon, sans demande de pardon, sans volonté d'exprimer l'amour véritable entre nous, sans nécessité de baisser les armes, Haïti ne se relèvera pas.
Et après cette commission, pardon, réconciliation. Excuse, pardon, réconciliation. Le peuple haïtien, gang et population va se réunir pour être une seule force qui va s'adresser à ceux qui ont nourri la division. C'est ce que le gouvernement américain ne veut pas. C'est ce que le gouvernement français ne veut pas. C'est ce que le gouvernement canadien ne veut pas. Mais c'est ce qui va se passer tôt ou tard. Si les gangs cessent d'être des assassins et deviennent des forces de sécurité qui marchent aux côtés du peuple dans le cadre de grandes mobilisations pour dénoncer les forces exogènes qui veulent déstabiliser Haïti. Haïti va devenir l'épicentre de la révolution du peuple noir, et je le dis avec simplicité. Les autorités au Sahel vous disent, vous rappellent, à travers ma voix, que le combat qui est mené là-bas n'est qu'une partie du match, c'est la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps de ce match pour la révolution noire mondiale, c'est le peuple d'Haïti qui doit l'accomplir plus que jamais. La deuxième mi-temps pour aller jusqu'à la victoire ultime et définitive, c'est vous qui devez la mener plus que jamais. Et pour cela, il faudra unifier les différentes parties de notre peuple. Pour cela, il faudra être dans une démarche d'oublier, de taire les rancœurs, de taire les rancunes, de taire les jalousies, de pardonner si demande de pardon il y a. Que ceux qui ne veulent pas pardonner comprennent que c'est leur droit. Que ceux qui ne veulent pas s'excuser comprennent que s'ils ne s'excusent pas, ils seront condamnés dans le regard de l'histoire. Mais nous devons comprendre collectivement que si nous sommes unis, ni une bombe nucléaire, ni une armée étrangère, ni Blackwater, ni les services de renseignement américains, ni occidentaux ne pourront stopper Haïti. N'est-ce pas le déséquilibré de Donald Trump qui disait que les Haïtiens mangent des corps humains aux États-Unis? Il est tellement traumatisé par Haïti, que pour lui, les Haïtiens, au XXIe siècle, en sont encore à ce stade. Mais en fait, il a le souvenir de ce qu'a été, excusez-moi, la correction qu'ont pris les troupes françaises et occidentales au départ avec Haïti. Et il se dit que s'il ne stigmatise pas les Haïtiens partout où ils sont, imprègnent la société, inspirent la société, donnent le rythme aux sociétés. Et donc il faut toujours continuellement être dans une démarche de les diaboliser. Mais vous savez pourquoi vous êtes stigmatisés. Vous-même, vous savez pourquoi vous êtes marginalisés. Et on dit toujours que c'est l'exclusion d'un homme par l'autre ou d'un peuple par l'autre qui donne envie au peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Constituons-nous notre propre puissance, peuple d'Haïti. Rappelons-nous la puissance que nous constituons lorsque nous sommes unis. Rappelons-nous la puissance lorsque les jeunes écoutent les vieux, lorsque les vieux respectent les jeunes. Rappelons-nous la puissance quand l'homme noir donne la fierté à la femme noire et que la femme noire est dans une démarche de donner la bonne direction à partir de son cœur à l'homme noir. Rappelons-nous ce que c'est que la logique du partage quand vous avez un peu, que vous êtes dans une démarche de pouvoir donner à celui qui a moins. Rappelons-nous ces valeurs qui font du peuple haïtien un peuple unique sur cette terre. Rappelons-nous que ces valeurs sont les points cardinaux qui donneront lieu à la résurrection de notre population. Et rappelons-nous que si nous marchons dans la même direction, aucun pays sur cette terre, je dis bien aucun, ne pourra se freiner, stopper le chemin pris par Haïti. J'ai entendu il y a quelques semaines, et je terminerai mon allocution préliminaire par ça, le président Emmanuel Macron
Lorsqu'on lui parlait de la dette d'Haïti, Emmanuel a commencé à tortiller des fesses un petit peu, à douter, à dire il faut qu'on fasse peut-être une commission d'enquête pour voir ce qu'il en est au sujet de la dette. Est-ce que vous pensez que la France se comporte comme ça avec les populations juives? Je ne vous entends pas. Est-ce que la France se comporte comme ça avec les populations juives? Est-ce que l'Occident se comporte comme ça avec les populations juives? Même les États-Unis qui n'ont pas participé à la Shoah, est-ce que vous pensez qu'ils se comportent comme ça avec les populations juives? Mais pourquoi un crime qui a été bien pire, l'esclavage, la recolonisation, l'endettement, aujourd'hui en 2025, ceux qui sont responsables de ce crime, ceux qui noient Haïti d'armes, qui déstabilisent le pays, vous disent que lorsqu'on leur parle de la dette, ils vont réfléchir pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que vous ne leur donnez pas envie d'avoir peur et d'accomplir leur mission. Vous êtes trop gentils, peuple d'Haïti, avec les gens qui veulent vous voir disparaître. Vous êtes trop accueillants avec ceux qui veulent vous voir rayer de la terre. Vous êtes trop généreux, empathiques, fraternels avec ceux qui veulent vous effacer de la surface de la terre. Le jour où le président Macron va voir des mobilisations comme nous les organisons partout en Afrique francophone contre le néocolonialisme français, contre l'impérialisme occidental, je peux vous assurer que eux tous vont commencer à venir à Port-au-Prince et à dire « nous sommes prêts à discuter avec vous ». Mais la vraie question, êtes-vous prêts à marcher pour aller vers cette voie? Êtes-vous prêts à marcher pour aller dans cette direction? Êtes-vous prêts à matérialiser la fierté d'Haïti au-delà des slogans? Êtes-vous prêts à risquer le peu que nous avons pour aller vers la voie de la libération? Nous pouvons faire avec vous une partie du chemin. Mais la partie la plus importante du chemin, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez l'accomplir. Je ne suis pas venu vous caresser dans le sens du poil aujourd'hui. Comme jamais d'ailleurs. Je ne suis pas venu vous dire ce que vous vouliez entendre. Oui, nous sommes un peuple de rois. Oui, nous sommes un peuple de géants. Mais un peuple de rois qui se comporte comme un peuple de moutons mérite de finir à l'abattoir. Un peuple de rois et de reines qui se comportent comme des moutons mérite de finir dans l'assiette du colon. Êtes-vous roi ou êtes-vous mouton? Êtes-vous roi, êtes-vous lion ou êtes-vous des moutons? Êtes-vous des lions ou êtes-vous des... Alors je vous le demande solennellement. Je vous le demande radicalement. Préparez-vous et préparons-nous à organiser sur tout le territoire des mobilisations pour demander des comptes à ceux qui ont endetté Haïti. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous mobiliser pour demander des comptes à ceux qui ont pillé Haïti? Êtes-vous prêts pour demander des comptes à toutes les nations occidentales qui ont versé les armes pour que Haïti soit déchiré? Êtes-vous prêts à demander des comptes à ceux qui se présentent comme vos amis alors qu'ils ne sont là que pour vous coloniser? Êtes-vous prêts? Haïti n'a pas d'ennemi. Le seul véritable ennemi d'Haïti, c'est son inertie. Dessalines nous regarde. Félicité nous regarde. Cécile Fatima nous regarde. Boukman Duty nous regarde. Toussaint nous regarde. Et ils ne comprennent pas pourquoi les fils et filles du peuple noir le plus révolutionnaire de l'histoire attendent avant de réagir.
Peuple d'Haïti, rappelle-toi de qui tu es. Peuple d'Haïti, rappelle-toi quelles sont tes valeurs. Peuple d'Haïti, rappelle-toi de ta mission. Peuple d'Haïti, rappelle-toi de ton véritable drapeau. Peuple d'Haïti, rappelle-toi de ta détermination. Unifiez-vous, unissons-nous ou mourrons. La liberté ou la mort, ce n'est pas un slogan. Ça doit être quelque chose que nous devons matérialiser dans les prochains temps. Mobilisation sur tout le territoire. Union du prolétariat et des gangs qui demandent pardon. Résistance, et vous aurez le soutien des pays du Sahel. Vous aurez le soutien du Niger. Vous aurez le soutien du Burkina Faso. Vous aurez le soutien du Mali. Si et seulement si vous décidez de vous mobiliser contre l'impérialisme. Nous avons prêché. Le message est déposé. Les caméras sont là. Le temps dira si nous avons parlé dans le vent ou si nous avons planté des graines dans le cœur des sapiens. Une amie journaliste m'a appelé avant-hier et m'a dit qu'Émy, avec ta déclaration et ta proposition que les gangs déposent les armes contre le peuple et réorientent leur énergie contre l'impérialisme, tu es encore plus ciblé par les États-Unis. Et je leur ai dit, être ciblé par la nation la plus criminelle de l'histoire, c'est comme si j'étais footballeur et que j'avais un ballon d'or. C'est une bénédiction. La liberté ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Quand tu lèves la